dans cette deuxième partie de Smart Bourse, nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Carmine De Franco, responsable de la recherche chez Osiam, hier soir dans la grande édition de Smart Bourse. Avec Carmine De Franco, nous revenions sur les thématiques d'investissement responsable et de respect des normes ESG en temps de guerre sur le sol européen. Deux thématiques qui peuvent apparaître contradictoires et qu'il aurait semblé paradoxal de traiter ensemble il y a encore quelques mois. Regardez. C'est vrai que c'est assez curieux. On parlait ces derniers mois de taxonomie, les accords de Paris. Et bien puis aujourd'hui, les sanctions contre l'importation du charbon russe. Donc on se dit, que s'est-il passé ces derniers mois? On a presque l'impression qu'on est revenu un peu en arrière sous l'agenda environnemental, mais d'une certaine manière durable en Europe, mais pas que. Il faut, à mon avis, distinguer le temps. Donc il y a un temps court dans lequel le gouvernement va devoir prendre des décisions parfois pas forcément idéal. Et donc, on voit des activations de centrales à charbon en Europe, des plans pour commencer à trouver des fournitures de gaz venant par exemple du Qatar, de l'Australie, etc. Donc ça, c'est du temps court, en tout cas du temps qui permet quelque part de préparer une sorte de découplage avec la Russie. Et après, il reste le temps long. Et ça, il ne faut pas l'oublier, la guerre ne va pas forcément changer la problématique que nous, on a les 10, 15 ou 20 prochaines années. On ne peut pas retarder le passage à d'autres énergies sous réserve parce qu'il y a une guerre sur le sol européen. Au contraire, à mon avis, c'est l'occasion de réaliser à quel point notre économie, donc on parle d'Europe, mais d'une certaine manière l'économie des pays occidentaux, elle est tellement dépendante de ressources et des matières premières, ce qui est tout à fait normal, mais qui se trouve sont sous le contrôle de pays qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou le même alignement idéologique et politique. Et donc du coup, il faut profiter de cette occasion quelque part pour entamer, accélérer la transition. Je fais un exemple, ça peut paraître naïf, mais au début de la pandémie, on se disait que c'est impossible que l'économie puisse continuer à fonctionner alors même qu'on était tous confinés chez soi. Bien sûr. Et pourtant, en overnight, donc dans le jour au lendemain, la plupart des industries ont pu s'adapter. Donc c'est un exemple petit, mais il faut partir de là pour comprendre que la guerre doit être une occasion. Donc, sous le court terme, effectivement, il faudra probablement accepter des entorses ou alors des investissements ou alors même l'attention politique. Donc voilà, le focus de l'Union européenne ne va être pas forcément à 100% sous la transition écologique, mais par contre, voilà, il ne faudra pas oublier le thème long terme. Mais alors, vous mentionnez quelque chose de très intéressant, c'est effectivement ce sujet de dépendance énergétique donc aux énergies fossiles de pays qui n'ont pas forcément la même vision sur les sujets démocratiques notamment ou autres que les pays occidentaux. Est-ce que demain, une transition énergétique réussie permettrait de pallier à cette dépendance ou on aurait une dépendance énergétique à d'autres pays pour le coup qui produiraient du fer, de l'aluminium ou ce genre de choses qui permettent du coup de construire des éoliennes ou des panneaux solaires? C'est un argument valide et je pense que c'est la critique la plus puissante à mon avis qu'on puisse faire à ce type d'argument que je défends. Sur un exemple pratique, par exemple le cobalt. Donc on en source, on en récupère en Russie. Bon, si on arrête la Russie, il faut en aller chercher ailleurs. Donc c'est au Congo. C'est pas forcément une entreprise plus simple d'aller dans un pays qui a aussi des difficultés institutionnelles, démocratiques. Le cobalt, on s'en sert pour construire. C'est dans beaucoup d'industries, mais notamment sur les batteries, par exemple. D'accord, donc c'est quand même un élément très important, justement dans le cadre de la transition. Exactement. Ouais. Donc on arrêterait d'aller le chercher en Russie, mais on irait le chercher au Congo. Voilà. Donc est-ce qu'on sera gagnant ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même la difficulté de devoir toujours avoir des liens avec des pays sous lesquels on peut avoir pas forcément le même niveau de démocratie ou alors de l'attachement des valeurs qui sont les nôtres. Néanmoins, il est clair qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre dépendance peut être significativement réduite. D'accord. Et c'est un peu le trilemme historique, c'est que dans un système énergique, par exemple, vous voulez de l'énergie qui soit accessible, et donc pas chère, résiliente, et aussi possiblement qui soit propre donc alignée avec les accords de Paris. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans une phase dans laquelle on peut avoir les deux, mais pas les trois. Alors, je pense qu'on est peut-être en train de commencer à intégrer le fait qu'on doit viser à avoir le 3. Donc, la résilience, et donc quelque part, cette idée aussi de souveraineté, et donc de maîtriser un peu toute la chaîne, pas forcément juste la matière première, mais aussi toute la chaîne, à bas coût,
Et donc, quelque part, il faut continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais pas forcément ce qu'on appelle en anglais le easy win, donc le solaire et l'éolien. Il faut aller aussi sur d'autres technologies. D'accord, le rapport du GIEC le mentionnait, ça ne suffira pas. Donc, il faut aller au-delà. Donc, il faut pas avoir peur de financer des technologies disruptives, etc. Et puis ensuite, il y a la question justement de voir comment tout ça peut être rendu pas cher, parce que l'intérêt, c'est aussi qu'on arrive à faire une transition dans le cadre d'une économie qui continue à croître, puisque autrement, ça sera très facile. Dans une économie qui décroît, il y aura difficilement la volonté à la fois politique et aussi les ressources économiques pour pouvoir le financer. Alors ça, c'est le contexte économique et les enjeux, effectivement, à venir. D'un point de vue investisseurs sur les marchés financiers, effectivement, l'ESG n'est pas forcément la thématique la plus traitée en ce moment sur les marchés financiers, dans les actualités qui peuvent avoir un impact. Est-ce que du coup, vous constatez sur le premier trimestre de l'année une appétence des investisseurs pour ces valeurs-là ou des craintes sur ces valeurs qui seraient peut-être trop chères ou pas d'actualité ou peut-être d'autres craintes? Alors, c'est vrai que je suis un peu conflicté dans la mesure où ça fait un peu partie quelque part de mon quotidien. Donc, je vais le mettre en avant en essayant d'être le plus transparent possible. Mais on observe des moments de doute quelque part. On se dit, c'est peut-être le premier test pour toutes les gestions ISR, l'intégration ESG dans un monde beaucoup plus complexe de ce qu'on a pu connaître ces dernières années, où il n'y avait pas forcément de gros conflits majeurs, en tout cas pas contre un pays qui possède l'arme nucléaire. Donc du coup, on commence à avoir un peu de doute. On l'a vu par exemple sur les discussions autour du secteur de la défense. Est-ce que c'est bien de les exclure ou pas, etc. Donc ce serait un sujet énorme, peut-être trop long pour ce soir. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. D'un côté, tout dépend qui achète les armes, mais on a presque l'impression que selon l'acheteur, ça peut devenir ESG. Donc ça remet en cause quelque part des croyances qui étaient depuis très longtemps, qui faisaient un peu partie de la base du raisonnement des investisseurs ISR. Et d'ailleurs, les flux sur le mois de février et partiellement sur le mois de mars, on aura les chiffres bientôt. Donc sur toute la partie, disons, fonds labellisés ESG au sens large, on voit qu'il y a un peu de repli. Alors, est-ce que ça veut dire que les investisseurs commencent à mettre de côté la thématique? Moi, je pense pas. Je pense au contraire que c'est plutôt, et donc vous en avez discuté dans le panel précédent, c'est un moment dans lequel les investisseurs commencent à vouloir mettre une certaine moment de pause dans leur choix d'investissement. Au global. Et donc évidemment, surtout sur les actifs qui sont entre guillemets plus risqués, donc les actions typiquement, et sur le taux, les opportunités pour l'instant sont pas forcément énormes. Donc quelque part, il y a une partie de flux qui vient quelque part de la pause des investisseurs face aux incertitudes. Mais c'est vrai que beaucoup, ils s'interrogent aussi sur est-ce que dans un monde différents post-guerre, on le souhaite tous que ce soit le plus tôt possible, est-ce que ces valeurs-là seront encore pertinentes? Donc vous mentionnez la question de la valorisation. À mon avis, c'est plutôt un faux problème, dans la mesure où c'est vrai que beaucoup de ces valeurs-là souvent arrivent avec un ratio de PI, par exemple, plus élevé que la moyenne du secteur ou alors le marché. Mais il faut distinguer les deux cas de figure. Il y a le cas de figure dans lequel l'entreprise est très chère et par son business, il se retrouve dans un fonds ISR, même s'il n'a pas grand-chose à faire. Alors, on peut faire quelques exemples des très belles entreprises. C'est pas une critique, mais par exemple, une entreprise comme Microsoft, Apple, Visa. Oui, qui ne sont pas des entreprises qui ont créé des activités à vocation ISR, mais qui se retrouvent. Et ils s'y mettent. Ils ne sont pas forcément, en tout cas, les premiers sur lesquels il faudra agir vite. Donc, on parlait tout à l'heure des technologies pour aller vers l'énergie bas carbone. Mais ces entreprises-là sont souvent dans les fonds ISR, donc du coup, qui vont pousser les valorisations un peu à la hausse. Donc ça, il y a un vrai problème. Je ne dirais pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est un effet que les stratégies ISR, typiquement, ont tendance à investir dans des valeurs de croissance technologique, etc. Donc, leur valorisation augmente. Bon, ça, c'est normal, c'est naturel, on peut le prendre en compte. Et après, là où il y a les vrais enjeux, on voit vraiment une différence entre des entreprises qui ont bien entamé, qui sont bien positionnées dans un monde bas carbone, et puis celles qui sont en retard. Alors, je vais faire par exemple un exemple plus proche de nous, en Europe, le secteur des utilities. Alors, vous avez des très belles entreprises, Ørsted au Danemark, il y a Veolia, il y a Verbund en Autriche. Ils commandent des PI autour de 30.
pour une entreprise dans le secteur des utilities, c'est vraiment beaucoup. Mais ce sont des entreprises qui sont quasiment 100% sur du renouvelable. Ils ont vraiment intégré la thématique durable à l'intérieur de leur process. Donc, le fait que le marché les valorise de manière plus élevée que leur secteur est probablement aussi un signe de qualité de l'entreprise. Alors là même, pour reprendre l'exemple de Veolia, une entreprise qui existait avant les questionnements à grande échelle sur la transition énergétique, mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils sont en première ligne vis-à-vis de la transition énergétique, contrairement à un Microsoft ou un Apple. En tout cas, ce sont celles qui, au premier ordre, vont pouvoir bénéficier d'un monde dans lequel on prend au sérieux les enjeux environnementaux. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que l'année prochaine, ils vont profiter, puisque comme on disait tout à l'heure, probablement le focus de l'Union européenne va être, en tout cas, les dirigeants vont être un peu distraits. En France, il y a les élections, donc du coup, voilà, on peut imaginer que pendant les prochains 2-3 mois, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'avancées. En Allemagne, il y a des sujets peut-être beaucoup plus pressants, mais quelque part, le mouvement est entamé. Donc les entreprises qui sont déjà positionnées sur ce créneau commandent des prix plus élevés, mais ce n'est pas forcément un engouement. C'est vrai que c'est surtout du côté outre-Atlantique. Aux États-Unis, on se pose des questions sur la bulle autour des valeurs ISR. Moi, je ferais toujours la distinction entre ce qui est SR parce que c'est leur business model qui est nécessaire, ou alors ce qui est cher parce que voilà, c'est dans des business. Parce que ça rentre dans les fonds tout simplement parce que ça correspond aux cases ESG finalement, mais c'est pas le business model. Donc pour un investisseur, faut-il avoir peur de la cherté des valeurs ESG? Oui, mais il faut toujours regarder pourquoi c'est cher. Est-ce que c'est cher parce que c'est un business du futur, ou alors c'est cher parce que c'est une valeur de la tech qui n'aura probablement rien à faire dans le fond? Voilà, c'était Carmine De Franco, responsable de la recherche chez Osiam, qui revenait sur l'appétence des investisseurs pour les valeurs ESG, mais aussi sur le niveau de valorisation de ces valeurs ESG. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.